Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Avez-vous déjà eu l'impression d'être une ombre, un murmure silencieux dans une maison que vous avez pourtant bâtie de vos mains? Une présence dont le sacrifice est devenu si normal qu'il en est devenu invisible? Aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire de Marie. Une histoire qui se déroule dans le silence feutré d'un appartement haussmannien, où les rires de ses enfants près de son lit d'hôpital sont devenus l'écho de leur propre cupidité. C'est l'histoire d'une femme oubliée qui a retrouvé sa voix, non pas dans un cri, mais dans le calme d'une décision qui allait tout changer. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires depuis quel coin du monde vous nous écoutez. J'aimerais beaucoup savoir où cette histoire trouvera son écho. Ils ont désigné la machine qui bipait à côté de moi, ce moniteur cardiaque qui suivait chaque battement fragile, et l'un d'eux a ri. Elle fait déjà le compte à rebours, a-t-il dit. Les autres ont gloussé, comme si ma vie n'était qu'une mauvaise blague. J'ai souri faiblement. Non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'à cet instant précis, je savais que leur rire venait de leur coûter un héritage. J'avais été admise une semaine plus tôt, après qu'un vertige soudain m'ait fait m'effondrer dans ma cuisine. Les médecins ont fait des tests, m'ont dit que mon cœur n'était plus aussi solide qu'avant, et m'ont gardé en observation. Des fils, des moniteurs, un bip constant. L'hôpital est devenu mon univers pendant ces longues journées. Je m'attendais à la peur, peut-être même à la solitude, mais je ne m'attendais pas à la cruauté. Mes enfants venaient me voir à tour de rôle, mais ce n'était pas par amour. Ils dégageaient une énergie, une impatience, comme s'ils ne rendaient pas visite à leur mère, mais assistaient à un sinistre événement dont ils attendaient la fin. Au lieu de chaleur, ils parlaient à voix basse. Des regards s'échangeaient au-dessus de ma tête. Je sentais leur conversation tourner davantage autour de mon absence qu'autour de ma présence, à propos de l'appartement, des comptes, des biens que je possédais. Ce jour-là, quand l'un d'eux a plaisanté sur mon moniteur cardiaque, désignant la ligne vacillante comme si c'était un chronomètre, quelque chose en moi a basculé. Il me croyait faible. Il pensait que j'étais déjà parti, mais je ne l'étais pas. J'ai fermé les yeux, laissant leur rire se dissoudre dans l'air stérile. Et j'ai souri. Non pas pour eux, mais pour le plan qui se dessinait dans mon esprit. S'ils voulaient se moquer de ma vie, ils allaient bientôt découvrir à quel point elle leur appartenait peu. Allongé là, j'ai repensé à mes années de sacrifice. Mon défunt mari, Jean-Luc, et moi avions bâti notre vie, pierre par pierre. Nous n'étions pas riches, pas au début. Il était mécanicien. J'étais secrétaire dans une école. Mais ensemble, nous avons économisé, épargné et investi judicieusement. Nous avons acheté notre appartement parisien, sans crédit. Nous avons mis de l'argent de côté pour la retraite, et Jean-Luc m'a laissé une petite assurance vie à son décès. J'ai gardé tout cela précieusement, non pas pour moi, mais pour les enfants. Je pensais qu'un jour, s'ils avaient besoin d'aide, je serais leur filet de sécurité. Mais assise dans ce lit d'hôpital, avec des fils collés sur ma poitrine et ma propre chair, et mon propre sang riant au son de mon cœur, j'ai compris. Je n'étais pas un filet de sécurité pour eux. J'étais un coffre-fort attendant d'être ouvert. Cette prise de conscience faisait plus mal que n'importe quelle douleur thoracique. Cette nuit-là, après que les infirmières aient baissé les lumières, j'ai attrapé le petit carnet que je gardais près de mon lit. Mes mains tremblaient en écrivant des noms, des gens en qui je pouvais encore avoir confiance. Il n'y en avait pas beaucoup. Les vieux amis s'étaient éloignés, mais un nom ressortait, solide comme un roc dans ma mémoire. Maître Dubois, le vieil ami de mon mari, et l'avocat qui nous avait guidés pour notre premier achat immobilier, il y a des décennies. Jean-Luc disait toujours « Dubois est un homme d'honneur. Si jamais tu as besoin de protection, il saura quoi faire. » J'ai souligné son nom 2 fois. Le lendemain matin, ma fille Chloé est entrée avec un café qu'elle n'avait pas l'intention de partager. Elle a fait défiler son téléphone tout le temps, me jetant à peine un regard. À un moment donné, elle a marmonné. « Maman, tu devrais vraiment penser à écrire où se trouve tout. Tu sais, au cas où. »
Elle n'a pas fini sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Je l'ai regardée, cachant le frisson qui me parcourait. Elle voulait un inventaire, pas un réconfort. Elle voulait la carte de ma vie avant même que je ne sois froide. Alors, j'ai souri à nouveau, le même sourire que j'avais arboré quand il s'était moqué de mon moniteur cardiaque. Mais cette fois, mon sourire était une armure, car à l'intérieur, j'avais fait une promesse. Avant de quitter cette terre, ils apprendraient ce que signifiait me sous-estimer. Ce soir-là, une fois les heures de visite terminées et la chambre retombée dans le silence, j'ai murmuré juste pour moi. Ils pensent que je fais le compte à rebours, mais c'est moi qui les exclus du compte. Et c'est là que mon histoire a vraiment commencé. Le jour où l'on m'a fait sortir de l'hôpital en fauteuil roulant, j'ai senti une force tranquille revenir. Mon corps était plus faible. Oui, des pas plus lents. Un léger vertige persistant, mais mon esprit me portait comme un moteur caché. Je n'ai pas dit à mes enfants quand je serai libéré. Laissez-les penser que j'avais besoin d'eux. Laissez-les croire que j'étais fragile. J'ai appelé un taxi, donné mon adresse au chauffeur, et dès que je me suis installé sur la banquette arrière, j'ai sorti mon téléphone et composé le numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. Maître Dubois. Sa voix était chaleureuse et stable, comme si le temps n'avait pas passé. Marie, mon Dieu, cela fait une éternité. J'ai dégluti difficilement, baissant la voix. Maître Dubois, j'ai besoin de votre aide. Et j'ai besoin que cela reste confidentiel. Il y eut une pause. Puis, ce calme de vieil avocat est revenu. N'en dites pas plus. Quand pouvez-vous venir? Le lendemain matin, j'étais assise dans son bureau. L'odeur des livres reliés en cuir, du vieux bois ciré et d'un léger parfum de café me réconfortait plus que n'importe quelle machine d'hôpital. Je lui ai tout raconté. Le séjour à l'hôpital, les rires, la façon dont mes enfants tournaient autour de moi, non par souci, mais par calcul. Je n'ai pas pleuré. J'avais versé assez de larmes en silence. Ma voix a tremblé quand j'ai dit « Maître, il compte les jours jusqu'à ma mort. Je veux qu'il compte les mains vides. » Il s'est penché en avant, joignant les mains. Alors nous devons agir vite. Nous avons commencé par l'appartement. Maître Dubois a sorti des dossiers, tapoté sur le bureau. Pour l'instant, il est dans toutes les attentes de vos enfants, sinon par écrit. Nous allons changer cela. Nous avons rédigé des documents pour placer l'acte de propriété sous mon seul contrôle. Pas de revendications partagées, pas de promesses. Puis nous avons parlé de la petite maison en Provence. Facilement transférable dans un trust, a dit Maître Dubois en ajustant ses lunettes. Irrévocable, ils n'y toucheront pas. Ensuite vinrent les comptes d'épargne. Maître Dubois m'a aidé à mettre en place une fiducie entre vifs avec moi, comme seul fiduciaire. Mes enfants en étaient exclus. Si quelque chose arrivait, les fonds les contourneraient entièrement. Enfin, nous avons examiné les petits détails. Les bijoux, les objets de famille, une boîte de pièces que Jean-Luc avait collectionnées au fil des ans. Chaque objet a de la valeur. Marie m'a rappelé Maître Dubois. Ne sous-estimez pas leur appétit. À la fin de la journée, une forteresse avait été construite, non pas de briques, mais de documents, de signatures et d'enveloppes scellées. En signant la dernière page, ma main a légèrement tremblé. Maître Dubois a tendu la main pour la stabiliser. « Vous faites ce qu'il faut. » Hâté, il dit doucement. J'ai hoché la tête en expirant. Ce n'est pas une vengeance, maître. C'est une protection. Une protection contre les personnes qui auraient dû me protéger. Une semaine après avoir tout sécurisé avec Maître Dubois, mes enfants se sont réunis à la maison pour le dîner. Ce n'était pas mon idée. Ma fille Chloé avait appelé plus tôt dans la journée d'une voix vive et cassante. « Maman, on devrait tous venir ce soir. Tu ne devrais pas être autant seule. » J'ai failli rire de cette sollicitude soudaine.
Pas une seule fois pendant mon séjour à l'hôpital, ils ne s'étaient attardés à mon chevet sans une horloge tournant dans leur tête. Mais maintenant, ils voulaient s'asseoir à ma table. J'ai dit oui, non pas parce que je voulais de la compagnie, mais parce que je voulais les observer dans leur élément naturel, affamés, tournant en rond, ignorant que le festin avait déjà été retiré. La conversation a commencé légèrement. Mais bientôt, comme je le savais, le ton a changé. « Maman, dit mon fils aîné, Antoine, entre deux bouchées, tu sais, si quelque chose arrive, nous garderons l'appartement dans la famille. Ne t'inquiète pas pour ça. » Chloé a renchéri en sirotant son vin. « Oui, bien sûr. Peut être que je m'installerai ici. Cette cuisine a toujours été ma préférée. Son mari a gloussé, où on le vendra. Les prix sont bons en ce moment. J'ai senti ma fourchette s'arrêter en l'air. Voilà. Il ne parlait pas de souvenirs. Il ne parlait pas de ma vie vécue entre ces murs. Il comptait déjà les mètres carrés, les euros, l'héritage. Et le pire, c'est qu'il parlait comme si je n'étais pas là. J'étais assise au bout de la table, silencieuse, invisible dans ma propre maison, pendant que mes enfants se partageaient mes biens comme des marchands sur un marché. À l'intérieur, je brûlais. Mais à l'extérieur, je souriais. Toujours ce même sourire. Ce n'était pas de la joie. C'était une armure. Et elle était plus tranchante que tous les mots que j'aurais pu prononcer. Après le dessert, mon plus jeune, Lucas, s'est penché en arrière sur sa chaise et a soupiré. « Tu as bien réussi, maman. Nous serons bien. Le moment venu. Le moment venu. » Comme si je n'étais rien de plus qu'un sablier, mon sable déjà à moitié écoulé. J'ai eu envie de crier, de frapper du poing sur la table et de hurler. Je ne suis pas encore morte. Je suis votre mère, pas votre ticket de loterie. Mais je ne l'ai pas fait, car le silence était maintenant mon arme, et je la maniais avec précision. Après leur départ, la maison est redevenue silencieuse. Je me suis promené lentement dans chaque pièce, ma main traînant le long des murs. Les photographies me regardaient, Jean-Luc tenant notre premier bébé, les matins de Noël, les anniversaires au sourire barbouillé de glaçage. Les images étaient pleines d'amour, mais le présent en était dépourvu. Je me suis tenu dans le salon, murmurant dans le vide. Ils pensent être prêts pour ma mort. Ils ne savent pas qu'ils ont déjà tout perdu. La semaine suivante, leurs visites sont devenues plus fréquentes. Ce n'était pas de la culpabilité, c'était de la faim. Ils pensaient être subtils, mais chaque mot, chaque regard, chaque demi-sourire révélait la vérité. Ils tournaient en rond, attendant, des vautours impatients dans de beaux vêtements. Le lendemain matin, j'ai rappelé Maître Dubois. « Je suis décidé, lui ai-je dit. Finissons-en. Chaque dernière pièce. » Cet après-midi-là, j'étais de nouveau assise en face de lui. L'appartement irait à une fondation soutenant l'éducation des femmes. Jean-Luc aurait aimé ça. La maison de Provence serait gérée pour un projet communautaire. Les comptes d'épargne et de retraite, partagés entre deux œuvres de charité, une pour la recherche sur le cœur et une autre pour des bourses d'études. Poétique, ai-je pensé. Mon cœur avait été leur blague. Maintenant, ils financeraient des découvertes qui pourraient sauver d'autres personnes. Les bijoux et les objets de famille iraient à des petits-enfants qui m'avaient montré de la gentillesse. Enfin, les lettres. J'ai demandé à Maître Dubois de rédiger une clause. Chacun de mes enfants recevrait une enveloppe le jour de la lecture du testament. À l'intérieur, ils ne trouveraient ni chèque, ni acte de propriété, mais mes mots. Ce soir-là, à mon bureau près de la fenêtre, j'ai commencé à les écrire à la main. À toi, Antoine, mon premier-né. Je croyais autrefois que tu me protégerais toujours. Mais, à l'hôpital, quand tu as ri au lieu de me tenir la main, j'ai compris que je devais me protéger moi-même. À toi, Chloé, ma fille, quand tu t'es assise à ma table et que tu as partagé ma maison avant même que je ne l'ai quittée, tu m'as montré que rien de ce que je donnais n'était suffisant. À toi, Lucas, mon plus jeune.
La cupidité a une façon de durcir même les âmes les plus tendres. Tu m'as interrogé sur mes biens comme si j'étais déjà parti. J'ai donc décidé que tu n'aurais aucun bien sur lequel t'interroger. Ma main tremblait en écrivant, mais je n'ai pas faibli. Ces lettres n'étaient pas une vengeance, elles étaient la vérité. C'était un dimanche après-midi que l'orage a finalement éclaté. Chloé avait appelé, insistant pour une réunion, pour être préparée. J'ai accepté, mais Maître Dubois sera là aussi, ai-je ajouté doucement. Ils sont arrivés, le visage arrangé en masque de sollicitude solennelle. Ils se sont assis autour de ma table de salle à manger, pensant que le festin allait être servi. Maître Dubois a commencé sans fioriture. Madame Marie Dubois a demandé que je clarifie la distribution de ses biens et de sa succession. Il a ouvert le premier dossier. L'appartement familial a été placé dans un trust privé. Au décès de madame, il ne sera pas transmis à ses enfants, mais sera transféré à la Fondation Beaulieu pour l'éducation des femmes. Le silence a été immédiat, puis rompu par la voix brisée de Chloé. Non, ce n'est pas possible. Maître Dubois n'a pas bronché. Les documents sont signés et déposés. C'est définitif. Antoine a frappé la table du plat de la main. Cet appartement nous appartient. Papa a toujours dit. Maître Dubois l'a interrompu avec douceur. Votre père a laissé la propriété uniquement à votre mère. Ce qu'elle en fait est son droit légal. Maître Dubois a continué, détaillant le destin de chaque bien, chaque compte. À chaque mot, leur visage se décomposait. La rougeur de la colère, la pâleur du choc, le tremblement de la cupidité contrariée, Chloé a finalement éclaté. « Tu ne peux pas nous faire ça, maman. On a été là. On s'est occupé de toi. » J'ai levé la main, mon premier geste de la réunion. Ma voix était calme, stable. « Vous occupez de moi ? Vous avez montré du doigt mon moniteur cardiaque, et vous avez ri. Vous êtes venu dans ma maison, et vous l'avez partagé avant même que je ne sois parti. Vous pensiez que j'étais une horloge qui s'épuisait. Eh bien, le temps est écoulé pour votre droit à l'héritage. La pièce s'est figée. Maître Dubois a fait glisser 3 enveloppes scellées sur la table, de la part de votre mère. Dans ses propres mots, j'ai regardé leurs yeux parcourir les lignes que j'avais écrites. Leurs lèvres se serraient, leurs épaules se raidirent. Antoine s'est levé brusquement, repoussant sa chaise si fort qu'elle a raclé le sol. C'est une trahison. Je l'ai regardé, la voix basse. Non, c'est la justice. Chloé s'est mise à sangloter, non pas par perte de moi, mais par perte de ce qu'elle croyait lui appartenir. Lucas est sorti en trombe, marmonnant des jurons. Quand la porte s'est refermée derrière eux, je suis restée assise dans le silence. La table, les photographies, les murs, tout semblait plus léger, plus libre. Mes enfants étaient venus en attendant un trésor. Ils sont repartis avec des coupures de papier et le piquant de la vérité. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, fermant les yeux. Pour la première fois depuis des décennies, je ne me sentais plus possédé par les attentes de quiconque. Ma vie était à nouveau la mienne. Les jours qui ont suivi cette réunion ont été étrangement calmes. Mon téléphone, autrefois vibrant d'appels dégoulinants de fausses sollicitudes, est tombé silencieux. D'abord, j'ai cru que je pourrais ressentir de la culpabilité. Après tout, quelle sorte de mère dépouille ses propres enfants de leur héritage? Mais, en me déplaçant dans ma maison, en préparant du thé à la lumière du matin, en m'occupant du petit jardin sur le balcon que Jean-Luc aimait tant, je n'ai ressenti aucune honte, seulement de la paix. Ce que je leur avais donné au fil des ans, les sacrifices, les nuits blanches, cela ne pouvait jamais être mesuré en actes notariés ou en euros. Ils avaient déjà reçu le plus riche héritage que je pouvais leur donner, une enfance protégée par l'amour. Ce qu'ils voulaient maintenant n'était pas de l'amour, c'était du pouvoir. Et cela, je le leur avais refusé. Parfois, la nuit, je rejouais la scène à la table de la salle à manger,
le choc sur leur visage, le silence après les mots de Maître Dubois, la façon dont ils avaient ouvert ces lettres avec des mains tremblantes. La douleur persistait. Oui, mais elle était maintenant recouverte de quelque chose de plus fort. La dignité, parce que pour une fois, je m'étais choisi. Des semaines plus tard, je suis retourné à l'hôpital pour un contrôle. La même infirmière qui m'avait dit un jour que j'avais un esprit fort m'a accueilli. Elle a ajusté mon brassard de tensiomètre, a jeté un coup d'œil au moniteur et a souri. « Votre cœur est stable », a-t-elle dit. « Vous allez bien. » J'ai souri en retour, sentant les larmes piquer mes yeux. Mon cœur est stable, ai-je pensé, parce qu'il ne bat plus sous le poids de la trahison. En quittant l'hôpital ce jour-là, je me suis arrêté près des portes automatiques, respirant l'air frais. Le monde autour de moi s'était ralenti. Je ne faisais plus le compte à rebours. Je vivais. Et quelque part, je savais que mes enfants fulminaient encore. Mais leur colère n'avait plus de prise sur moi. Ils pouvaient m'appeler cruel, mais rien de tout cela n'avait d'importance, parce que j'avais écrit la fin de ma propre histoire. Ce soir-là, assise dans le fauteuil de Jean-Luc, avec une tasse de thé, j'ai murmuré dans le silence. Il pensait posséder mon compte à rebours, mais j'ai réglé l'horloge moi-même, et elle a sonné au moment où il s'y attendait le moins. La maison était silencieuse, mais dans ce silence, je sentais Jean-Luc à mes côtés, non pas comme un souvenir, mais comme une force. Et avec cela, j'ai su que l'histoire ne parlait pas de perte. Elle parlait de liberté.